Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup de vous lever tôt pour écouter une première conférence qui est un peu plus dense parce que ma thèse, en fait, je ne vais pas donner les titres de ma thèse parce que personne ne s'est révenu, mais en fait, quand Max Weber parle de l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, moi je pense qu'il y a aussi l'éthique catholique et l'âme du libéralisme. Et ça va expliquer peut-être pourquoi, et c'est intéressant parce que dans la présentation du cycle des conférences de l'école, il est précisé que le libéralisme n'est pas qu'une affaire économique ou une affaire d'économie. Et je pense que les grands malentendus, et en tout cas c'est pour ça que Nathalie dit que ce que je défends est un peu original en France, c'est parce que je m'inscris quand même dans une tradition du libéralisme qui n'est pas la tradition anglo-saxonne ou la tradition du libéralisme, ce que Weber appelle l'éthique protestante, mais je m'inspire beaucoup plus de la deuxième scolastique, de la seconde scolastique et l'école des Salamanque, et les grands représentants de l'école des Salamanque, en particulier un auteur que j'ai beaucoup lu qui s'appelle Francisco Suárez. Et donc en France, il y a des grands philosophes comme Jean-François Courtine qui a beaucoup travaillé ce qui s'appelle les études suaristes. Et en fait, c'est pour cela que tous ces malentendus sur les positions qui sont considérées parfois mes positions comme libertariennes, en réalité, c'est des positions que je prends d'une école beaucoup plus enracinée dans une éthique et dans un esprit d'un libéralisme anthropologique qui naît pour moi dans une lecture de la somme théologique dans la première grande globalisation donc, du XVIe siècle dans cette belle ville de Salamanque. Mais évidemment que si j'allais donner ça comme titre, si beaucoup de gens allaient me dire un samedi matin, écouter parler de la seconde scolastique, dont je vous dis, je ne vais pas rentrer dans les débats théologico-philosophiques, mais simplement pour vous dire d'où vient mon apparente originalité. Donc la remarque donc, que le libéralisme n'est pas qu'une affaire d'économie, mais paraît essentielle, car trop souvent en France, et aussi aux États-Unis, le libéralisme réduit à une simple défense du libre marché, au mieux, ou au pire, il est confondu avec une droite nationaliste, au point que des figures comme Donald Trump, Giorgia Meloni, Viktor Orban se revendiquent comme libérales, alors même qu'elles défendent des positions clairement conservatrices, voire réactionnaires, sur les questions dites sociétales et souvent très protectionnistes en matière économique. Or, comme l'a brillamment montré Benjamin Constant, on ne peut pas séparer liberté économique et liberté politique, ou liberté politique, morale, religieuse et culturelle et liberté économique. Souvenez-vous, dans l'ouvrage de la liberté des anciens comparée à celle des modernes, de 1819, Constant insiste sur cette unité. Cette unité qui est renouvelée dans beaucoup de textes, mais je pense à la civilisation du spectacle de Mario Vargas Llosa, qui était en fait très gentiment invité par Génération Libre, il en a beaucoup parlé dans un français impeccable, de justement l'idée d'un véritable libéralisme comme un tout cohérent. Même dans des cercles plus informés, on commet parfois une erreur en opposant libéralisme classique et libertarianisme. On présente souvent le libertarianisme comme une version radicale du libéralisme, qui irait jusqu'à revendiquer des libertés individuelles maximales, y compris sur des sujets sensibles comme l'euthanasie, la GPA, la prostitution, le transhumanisme. Donc opposer d'un côté les libéraux qui défendent la liberté appliquée aux biens et au patrimoine, et de l'autre côté les libertariens qui revendiquent la liberté de la personne et du corps, apparaît comme une distinction artificielle pour moi et réductrice. Je l'avais évoqué déjà dans un ouvrage, je pense que c'était le deuxième ouvrage qu'on a publié chez PUF, avec la collection qui dirigeait Gaspard Koenig, mon ouvrage s'appelait La famille par contrat, où j'explique clairement, une chose qu'on ne comprenait pas pourquoi le Code Napoléon avait continué dans une tradition libérale des juristes révolutionnaires en matière patrimoniale, mais produit une rupture assez importante, sauf en matière de divorce, dès lors qu'on passe donc à la dimension extra-patrimoniale et droits des personnes dans les codes civils de 1804. Et donc j'expliquais c'est ça par un compromis de Napoléon avec le pape Pie VII, et effectivement la politique de pacification et les concordats. Donc c'était une concession finalement antilibérale ou illibérale que Napoléon fait au Code civil, donc au XIXe siècle. Donc la liberté ne saurait être fragmentée, elle concerne à la fois la disposition de soi et la maîtrise de ce qui nous appartient.
Le libéralisme, en tant que doctrine affirmant la primauté de l'individu sur le collectif, repose sur plusieurs piliers: l'économie de marché, la propriété privée, la séparation des pouvoirs, l'égalité devant la loi, la neutralité axiologique de l'État, les principes de non-nuisance et la primauté du juste sur les biens. Il s'ancre donc ainsi dans une conception cohérente de l'être humain, à la fois économique, politique et morale. Mais ce que je vais interroger ici, ce n'est pas tant la doctrine libertarienne, qui est complexe, mais plutôt, bien que, je veux dire que moi j'avais fait une partie de mes études aux États-Unis, et j'avais aussi découvert la lecture qui fait Rothbard, donc de Francisco Suárez, et en fait il met à jour toute l'école de Salamanque aux États-Unis grâce aux traductions qui se font en anglais de toute la tradition de la seconde scolastique. Et c'est en fait grâce à un libertarien comme Rothbard qu'on connaît beaucoup la pensée de Suárez et la pensée de Juan de Mariana. Mais en fait, il est centré quand même sur la dimension patrimoniale et surtout sur la théorie subjective du prix. Il travaille beaucoup sur la question monétaire et la théorie subjective du prix. Mais moi, je prends une autre dimension de cette école. Donc en fait, je ne vais pas interroger la doctrine libertarienne, mais plutôt la manière dont on utilise cette théorie libertarienne pour disqualifier certaines positions au sein du libéralisme, notamment sur les questions bioéthiques. Il semblerait que s'agissant des droits de la personne, la seule forme de liberté envisagée soit celle dite libertarienne, que les détracteurs du libéralisme assimilent à une dérive du capitalisme sauvage et à une marchandisation de l'être humain. Pourtant, une telle lecture apparaît réductrice. Même les conceptions libérales les plus classiques reposent sur une réflexion profonde quant au rapport de l'individu à lui-même, à son autonomie et à sa destinée, fondant ainsi sa relation aux autres et aux choses. Pour penser donc ces droits liés à la personne, à son corps, sa destinée, son identité, il faut revenir aux fondamentaux moraux du libéralisme. Ces fondamentaux dont s'appuient sur la tradition du droit naturel, notamment celui de John Locke, qui établit une équivalence entre propriété de soi et propriété des biens. Mais, justement, si Locke a pu faire établir cette équivalence entre la propriété de soi et la propriété des biens, et vous allez voir que pour moi la notion de propriété ne me semble pas très juste, c'est parce que dès le XVIe siècle, la seconde scolastique espagnole posait déjà la question du principe du jus in se ipsum, donc en latin le droit sur soi-même, c'est-à-dire le droit naturel de chaque individu de disposer de lui-même, de son corps et de sa personne. En plus de leur contribution majeure en théorie monétaire, ce que Rothbard avait fait donc, avec la pensée de Suárez et de Mariana, comme la théorie subjective de la valeur ou l'analyse de l'inflation, les théologiens de Salamanque affirment que la liberté morale est indissociable de la liberté économique. Francisco Suárez, dans De Legibus ad Deo Legislatore, en 1612, développe la notion de potestas, ce qui me semble beaucoup plus riche, cette notion de potestas, que la notion de propriété. Vous savez pourquoi. Cette notion de potestas renvoie à un droit subjectif que possède l'individu sur lui-même et sur les choses. Ce que Suárez appelait potestas, Locke les désignera plus tard par les termes de property. Mais l'idée reste la même que je trouve beaucoup plus riche, l'idée de Suárez. Un droit naturel, un droit moral inaliénable et intérieur à l'État, par lesquels l'individu exerce sa maîtrise sur lui-même et sur ses actions, évidemment sur les choses et sur le politique surtout. Des expressions comme omni homini et indubia potestas naturales super si ipsum, tout homme possède un pouvoir naturel incontestable sur lui-même, ou homo es dominus su ipsus et potestas disponere de se et de bonicius, l'homme est maître de lui-même et peut disposer de sa personne et de ses biens, dit Suárez, annonce ainsi la théorie du self-ownership de Locke, qui déclarera un siècle plus tard « Every man has a property in his own person ». Cette liberté fondamentale, encadrée par des principes éthiques comme les consentements libres et l'absence de tort à autrui, constitue le socle de toutes les autres libertés. Il s'agit donc, vous voyez, d'un libéralisme fondé sur une vision anthropologique où l'individu, et non l'État, est à l'origine du droit. Et même à la faculté de droit de Nanterre, il y a des gens qui défendent ça comme ça. La seule limite à cette liberté n'est pas imposée par la loi juridique, mais par la loi morale personnelle, notamment lorsqu'il s'agit de disposer de son propre corps et de sa propre vie. C'est pourquoi, à mes yeux,
Le vrai clivage n'est pas entre libéraux et libertariens, mais bien entre libéraux et conservateurs. Donc je sais qu'ici, il y a tout un courant qui défend les libéralismes conservateurs, mais je serais ravi de discuter avec vous parce que je pense que ça, c'est des pistes de discussion vraiment très intéressantes. Les conservateurs, bon, je vais dire parce qu'il y a beaucoup de définitions du conservatisme. Hein, je sais bien que ce n'est pas les libéralismes conservateurs, mais on va en discuter. Les conservateurs s'appuient fréquemment sur la notion des dignités humaines, en tout cas dans les échanges qu'on avait eus quand je me suis positionné sur la loi sur la fin des vies et l'aide à mourir. On a beaucoup invoqué la notion de dignité humaine pour justifier certaines interdictions, en particulier sur des sujets sensibles tels que l'euthanasie, la GPA, la gestation pour autrui, ou la légalisation de la prostitution en tant que travail sexuel. À leurs yeux, certaines pratiques, même librement choisies, et n'est pourtant pas atteinte à autrui, compromettent intrinsèquement la dignité de la personne et doivent par cette raison être proscrites, y compris au détriment de la liberté individuelle. Il y a des réalités auxquelles le consentement, même librement donné, ne saurait conférer de légitimité. Donc ça, c'est donc une dimension problématique pour moi, et c'est pour ça que je renvoie ça à une pensée conservatrice et à une mauvaise lecture qu'on fait de la notion de dignité humaine, de dignitas, dans l'école des Salamanque, qui était très bien travaillée, parce que tout se passe comme s'il y aurait en nous une partie de nous qui est indisponible. C'est-à-dire, évidemment, vous connaissez la querelle des universaux, donc à considérer que, bon, on participe tous de la même espèce, et donc cette espèce humaine a une dignité intrinsèque, par la théologie évidemment, parce qu'on est tous des créatures des dieux, et donc cette dignité humaine serait une partie, nous serons nous tous cette partie dont nous ne pouvons pas disposer, et s'imposerait à nous. Mais en fait, Suarez a une vision beaucoup plus radicale de la notion de dignité humaine individuelle. Donc, souvenez-vous, Suarez, c'est vraiment quelqu'un qui prône l'individualisme. Et je dirais même, il pourrait être le père de l'anarchisme individualiste, qui n'a rien à voir avec l'égoïsme. Parce que, encore une fois, je suis consterné à chaque fois qu'on confond individualisme et égoïsme. L'égoïsme est un penchant subjectif du comportement humain, alors que l'individualisme est une posture politique importante, très enracinée dans toute une tradition de ce que je considère la deuxième scolastique et le premier grand libéralisme. Donc, dans cette logique, les droits français interdisent de nombreuses pratiques, dans cette logique donc de dignité humaine, c'est-à-dire il y a des choses dont je ne peux pas consentir parce que ça irait contre ma dignité ou la partie des dignités qui est en moi. La gestation pour autrui, les suicides assistés, l'accès libre aux tests d'ADN, les tri embryonnaires dans les cas de PMA, la propriété des données personnelles, le clonage thérapeutique, les services sexuels, la libre disposition du cadavre, etc. Et de plus, le régime du don d'organes repose en France sur le principe du consentement présumé, plaçant l'individu dans une posture par défaut de don. Tout cela pose problème dans une perspective, de mon point de vue, vraiment, on peut en discuter, dans ce qu'on défend nous comme une perspective libérale. Car si je suis évidemment, dans les devoirs de respecter la dignité d'autrui, ma propre dignité ne peut pas être utilisée contre ma propre liberté. Si un individu en pleine conscience choisit librement une action qui nuit à sa personne, il n'appartient pas à l'État de lui interdire, même si cette action est perçue comme indigne. La notion de dignité humaine a permis la mise en place d'un interventionnisme de l'État particulièrement puissant qui s'intègre parfaitement à une culture politique qui peine à faire confiance à l'individu, perçu non comme une source d'autonomie et de créativité, mais comme un être potentiellement dangereux, égoïste et irresponsable. C'est pour ça que je voulais quand même montrer cette différence entre l'égoïsme et l'individualisme. Dans cette logique, la bioéthique n'a pas pour vocation en France d'éclairer ou d'accompagner, mais plutôt d'interdire, de contrôler et de se substituer aux personnes concernées. Le dispositif bioéthique français, davantage centré sur l'établissement des limites que sur l'ouverture des nouveaux droits, repose moins sur une éthique du dialogue que sur un pouvoir où l'État exerce un contrôle sur les corps et les vies au nom de la dignité humaine. Comme l'a montré Foucault, cette stratégie transforme l'humain en objet de gestion politique. C'est pour cela
que quand j'ai fait un cours de bioéthique en France, j'ai dit qu'en fait, on devrait parler plutôt de biopouvoir. Investi par des forces conservatrices, des droites et des gauches, parce que ce qui est étonnant, c'est que sur toutes ces questions, il y a une unanimité. Moi, c'est le seul pays au monde où toutes les forces politiques ont établi sont contre la GPA. Je ne connais pas d'autres pays au monde où des Mélenchon à Le Pen, ils sont tous contre la GPA. Il n'y a pas un seul parti politique en France qui propose la légalisation de la GPA. C'est pour ça que j'ai dit... Et dans d'autres pays, c'est plutôt quoi alors qui est contre la GPA? Dans d'autres pays, c'est plutôt c'est plutôt, on dit, les liberals seraient pour la GPA, alors que le conservateur, dans les classiques, c'est contre la GPA. Donc en général, dans les pays, c'est tous les c'est libéraux. ça, oui. Donc les progressistes seront plutôt pour la GPA, alors qu'en France, même les forces qui se revendiquent comme progressistes sont contre la GPA. Donc la marchandisation des corps. La marchandisation et la dignité. Attal a laissé une ouverture. Ouais. Attal, oui, complètement, oui. J'ai écrit un article en disant... C'est un peu l'exception. Oui, complètement. Ouais, moi, je ne sais pas s'il a fait honnêtement, s'il voulait s'opposer à Macron. C'est un politique. C'est ça. C'est surtout une réflexion personnelle de vie. C'est ça. Donc, en fait, cette dimension donc, investie par la droite et par la gauche du débat bioéthique se détourne souvent des libertés individuelles pour réactiver une méfiance ancienne envers la modernité, sous couvert de protection de la dignité humaine, des plus vulnérables ou de la lutte contre la marchandisation justement du corps. Celui-ci devient un enjeu public, un territoire à réguler, et l'État prétend décider à la place des individus ce qui est bon pour eux. Or, dans une démocratie libérale, nul n'est mieux placé qu'un autre pour déterminer comment chacun doit vivre sa vie. On ne peut contraindre une personne à agir pour son propre bien, ni l'empêcher de se nuire à elle-même. Comme le rappelle John Stuart Mill, l'autorité de l'État ne se justifie que par la protection de la liberté individuelle. Cela implique que seules les actions causant un tort à autrui doivent être interdites, tandis que les vices privés, en tant que choix personnel, ne relèvent pas du droit et encore moins du droit pénal. Sachez qu'en France, si vous faites une GPA, ça tombe sur le coup de la loi pénale. Prison et fort amende. Derrière, dans ces arguments de dignité, on trouve souvent une forme de paternalisme. On suppose que certains seraient mieux que nous, ou sauraient mieux que nous, ce qui est bon pour nous. Par exemple, on considère qu'une demande d'euthanasie serait toujours le signe d'une détresse à corriger, plutôt qu'un choix réfléchi à respecter. Mais faire primer la dignité sur la liberté, dans ces cas, revient à nier le consentement de la personne. Un libéralisme conséquent ne peut pas accepter que l'État empêche un individu d'agir selon sa volonté, dès lors que cela ne nuit pas à autrui, sous prétexte de le protéger de lui-même. Et donc, en fait, c'est pour ça que je fais ici la différence, et le fait qu'en France, on a mis en place, avec, vous savez, l'arrêt du Conseil d'État sur la lancée des nains, une conception donc objective de la dignité humaine. C'est-à-dire, c'est une dignité qui s'impose à tous. Alors que justement, l'école individualiste dit qu'on ne peut pas concevoir, enfin, un peu ce qu'a dit Thatcher d'une manière beaucoup plus brutale, il n'y a que des individus, il n'y a pas de société. Mais c'est vrai, et c'est la même chose qu'il dit ce soir, c'est-à-dire si on va chercher quelle est l'unité, quelle est la base en fait de tout raisonnement et de toute perception de la réalité, il n'y a que des individus, et tout le reste, c'est des flatus vocis, donc c'est des noms, en fait, c'est les nominalistes, hein, enfin, ça serait que des choses de l'esprit. Et pareil pour la dignité, en fait. Il y a une dignité qui s'impose à nous, d'après cette conception du Conseil d'État de la dignité humaine, et également de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel. Cette dignité qui s'impose à nous, c'est-à-dire qu'il y aurait des obligations morales de nous par rapport à nous-mêmes. Vous voyez, dans vraiment cette conception collectiviste de la dignité, et pas du tout une conception subjective de la dignité, telle que je la défends, c'est-à-dire je dois respecter la dignité d'autrui, mais laissez-moi négocier avec ma propre dignité. Et les nains, du coup, ils vont où maintenant? Pardon? Les nains, ils vont se faire lancer, ils vont donc... Ah non, mais si vous voulez, je peux vous appeler l'affaire de la lancée des nains, c'est vraiment étonnant, parce que je connais bien l'histoire, parce que j'ai connu un des avocats, oh, je connais l'histoire, c'est vraiment tragique, parce qu'en fait, cet homme qui travaillait dans cette discothèque avait refait sa vie grâce à ça.
C'est-à-dire, il avait trouvé un emploi, il avait même trouvé une copine, il était c'était un groupe, enfin, vous savez, comme c'est un peu l'ambiance des cirques, en fait, il avait trouvé une famille, grosso modo. C'était quelqu'un qui était un peu, en fait, qui n'était pas très, qui allait pas très bien, enfin, il a trouvé même comme une vie familiale au sein de ces groupes Les forains. ouais, des forains. Enfin, c'était dans une discothèque, mais il était avec des forains. Et en fait, il a perdu son boulot. Ah oui. Donc, en fait, il a gardé toute sa dignité, mais pas son travail. il est dans la rue, enfin, vraiment. Enfin, mais vraiment, l'État français a préservé sa dignité. Alors là, il est d'une dignité dans la rue, sans copine, sans famille, sans argent, sans boulot, mais avec toute sa dignité. Enfin, on ne me parle pas de l'affaire, parce que moi, en connaissant l'affaire personnellement, je trouve ça vraiment indécent. Le rôle de la puissance publique n'est ni de rendre les citoyens vertueux, ni de promouvoir des fins spécifiques, mais seulement de garantir les libertés fondamentales. Contrairement à l'État paternaliste, l'État libéral ne se substitue pas au choix des individus. C'est à eux seuls de déterminer leur manière de vivre, de décider de ce qui est bon pour la réalisation de leurs objectifs vitaux. Le système politique est ainsi appelé à éviter de prendre position dans les conflits de conception du monde qui doit rester confiné à la sphère privée. Autrement dit, la dignité du nain, c'est le nain lui-même si c'est ce qui est digne pour lui et pas l'État français. Ce que je défends ici est un libéralisme cohérent et intégral qui dépasse les cadres strictement économiques pour embrasser toutes les dimensions de la liberté individuelle. Dès le XVIe siècle, la seconde scolastique espagnole, notamment à travers la pensée de Francisco Suárez, a posé les fondements d'une conception du droit comme potestas. Et c'est pour ça que la notion de potestas, pour moi, est vraiment beaucoup plus puissante que la notion de propriété. Et alors, vous le traduiriez comment? Comment? Potestas comme un pouvoir moral, subjectif, que chaque individu possède sur lui-même. Mais vous voyez, c'est même presque pour Suárez. C'est presque l'empowerment. C'est plus que l'empowerment. Pour Suárez, c'est même une question théologique. Enfin, je peux revenir sur pourquoi, bon, il y a toute une réflexion de pourquoi Dieu nous permet même de choisir le mal, ce qui est terrible. Mais là, la preuve, c'est que pour Dieu, la liberté est plus importante que tout. Parce que s'il nous permet de choisir le mal, il est si peu paternaliste, Dieu, qu'il permet même qu'on puisse choisir le mal. Et même de l'origine. Parce que les serpents étaient dans le paradis. Donc vous voyez, dans cette notion de potestas est tellement puissante comme pouvoir moral subjectif que chaque individu possède sur lui-même et sur ses biens. Cette idée préfigure la notion moderne de propriété de soi, de self-ownership. Mais vous voyez, la notion de self-ownership, qui est très développée par l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, oublie de ce que j'appelle donc l'éthique catholique et l'âme du libéralisme, et la dérive d'un libéralisme purement patrimonial, purement capitaliste, purement économique, qui a oublié ses grandes racines spirituelles et ses grandes racines même métaphysiques au sein donc de la pensée d'Aristote et la relecture qu'on fait d'Aristote à Salamanque, d'Aristote, Saint Thomas et l'école de Salamanque. Donc, il est courant d'opposer libéralisme et libertarianisme, particulièrement sur des questions sociétales, mais cette distinction sert souvent à justifier un libéralisme conservateur où la dignité humaine devient un prétexte à la limitation des libertés. Je pense à l'œuvre de Berlin, donc Two Concepts of Liberty. Or, dans une perspective véritablement libérale, la liberté individuelle doit demeurer la valeur première, conformément à la tradition classique du libéralisme politique. Et je pense en particulier au travail de Locke sur le Second Treatise of Government. Partant de cette liberté, y compris sur les sujets les plus sensibles, on peut concevoir une société qui respecte pleinement les droits de chaque individu. Tant du point de vue libéral que libertarien, une règle fondamentale s'impose, chacun possède un droit inviolable sur sa propre personne, hérité de cette conception scolastique de la potestas, et qui implique que toute action portant atteinte à cette personne sans son consentement constitue une violation du principe de non-nuisance. Dans ce que Rothbard appelle dans The Ethic of Liberty, la non-aggression principle, donc qui doit être évidemment prohibé. Mais vous voyez comment la notion donc de potestas, c'est une notion beaucoup plus puissante, et pourquoi le fait de pouvoir défendre de lois pour moi comme la gestation pour autrui ou les suicides assistés, ou on a beaucoup travaillé aussi à Génération Libre sur la régularisation du travail sexuel, de dire qu'effectivement, toute cette question, toute cette notion en fait, de pouvoir d'abord, c'est pouvoir être propriétaire moral de soi-même, permet aussi la propriété des choses, mais surtout
permet la délégation, ce que les Nevers appelaient donc au XVIIe siècle au Royaume-Uni, le fait de comment on peut déléguer les pouvoirs au roi ou à un parlement. Et on peut déléguer ces pouvoirs parce qu'on l'a déjà naturellement. Mais si on n'a pas la conscience d'avoir déjà cette potestas naturelle, qu'est-ce qu'on délègue? On ne délègue rien. Et d'où vient ce pouvoir? Ce n'est pas parce que la loi française me permet ou pas d'être mère porteuse ou de décider de ma mort que c'est un pouvoir de cet État. C'est simplement que cet État nous a volé cette potestas intérieure qui est ce droit naturel que nous savons sur nous-mêmes, qui nous vient de Dieu pour ceux qui sont croyants ou qui nous vient effectivement de la nature des choses. La propriété des soi, telle qu'est formulée par Suarez et puis par Locke, établit les fondements moraux du droit de chaque individu à disposer de son corps et de sa vie. Les principes de non-nuisance délimitent la portée de ses libertés. La liberté de chacun s'arrête là où commence le préjudice causé à autrui. Mais je ne vois pas qu'il y ait des préjudices causés à autrui dans les cas d'euthanasie ou des cas de GPA. Ensemble, ces principes offrent un cadre éthique et juridique rigoureux, garantissant la protection de la liberté individuelle tout en assurant le respect mutuel entre les individus. Ainsi, pour terminer, je dirais qu'un libéralisme intégral ne saurait se réduire à une doctrine économique, mais doit défendre avec cohérence l'autonomie personnelle, la reconnaissance des droits subjectifs tels qu'est pensée par la seconde scolastique et la primauté de la liberté associée au respect d'autrui. Merci beaucoup. La fois en qui tu commences. Oui, peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas une limite quand même à ce self-ownership sur la question de la réification de l'individu, disons, sur le fait que je n'ai pas le droit de me vendre comme chose, comme esclave définitivement, c'est-à-dire, voilà, Elisabeth, voilà, Elisabeth me propose pour 1 000 € d'être sa chose jusqu'à la fin de ma vie. Non, et donc, est-ce qu'il n'y a pas une limite, précisément, même pour le libertarien que je suis, parce que vous parlez du droit inviolable, etc., à la propriété, ben finalement, je remets en cause ce droit inviolable à ma propriété et de manière définitive dans un contrat qu'il me semble, même un libertarien ne peut accepter. Oui, en fait, évidemment, bon, il y a la limite, là c'est le scandale de l'esclavage. Est-ce que je peux donc aliéner ma propre liberté, qui est le fondement même de ce que je fais? Effectivement, oui. ce serait comme dire, je défends la liberté comme valeur ultime de mon existence et je vends ma liberté Oui. et je détruis les fondements même de la possibilité d'être libre. Voilà. Ce qui s'est passé concrètement, par exemple, dans une affaire que j'ai suivie à la Cour européenne des droits de l'homme, c'était l'affaire, je ne sais pas si vous êtes au courant, des sadomasochistes. En fait, il y a eu 2 affaires à la Cour européenne des droits de l'homme sur le sadomasochisme. En fait, une affaire anglaise, une affaire belge, où la Cour européenne des droits de l'homme, dans les premiers cas au nom de la santé publique et le deuxième cas au nom du fait qu'il n'y avait pas vraiment un consentement, a considéré que des rapports sadomasochistes purement consentis entre adultes dans des clubs tout à fait privés où les gens savaient très bien ce qu'ils faisaient et les personnes disaient elles-mêmes qu'ils étaient victimes de rien, que c'était une pratique tout à fait consentie et voulue et que c'est ça qui les excitait, enfin c'était des sadomasochistes assumés. La Cour avait dit non, ils sont condamnés. D'ailleurs, l'affaire de la Belgique, le juge a perdu son statut de juge et le médecin qui était donc... oui, ils sont perdus. Et la femme disant qu'elle-même avait initié son mari à des pratiques sadomasochistes dans des clubs privés, eh bien le médecin qui participait aussi, qui était un ami, avait perdu donc l'inscription à l'ordre de médecin et le juge avait perdu son statut. Effectivement, c'était tragique pour eux. Mais encore une fois, toute la dignité de quelqu'un qui ne peut pas se soumettre à des pratiques sadomasochistes, ça serait contraire à la dignité sexuelle d'eux-mêmes. Eh bien voilà la violence de l'État, en l'occurrence l'État belge conforté par une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, ou l'État britannique conforté par cette autre décision intérieure de la Cour européenne des droits de l'homme. Là, une fois au nom de la santé publique, de l'autre côté au nom du fait qu'il n'y avait pas vraiment de consentement, alors que la femme dit qu'elle avait vraiment consenti. Enfin, il soupçonnait qu'il n'y avait pas de consentement. Bref. Mais là, il y a eu un projet de loi au Royaume-Uni qui était très intéressant par la suite, en disant, mais à quoi on peut consentir quand on consentit à une relation sadomasochiste? Oui. Imaginons qu'on vous dise que, par exemple, je dis, oui, est-ce que je dis, par exemple, coupez-moi la main? Et ça m'excite qu'on me coupe la main. Bon, vous voyez, là... parce que dans les affaires en question, il n'y avait pas eu d'intervention de médecin, c'était des blessures très légères, enfin il n'y avait pas eu même, c'était dans un des cas, il n'y avait rien du tout. Il y avait, Mais il y a un monsieur qui est mort devant les caméras
Oui, non, mais ça, c'était pas l'affaire dont je Oui, parle. bien sûr, Oui, mais mais c'est c'est fait effectivement, un voilà, oui, peu tout de à fait. danger aussi, en Oui, Allemagne, oui, parce que- l'affaire donc de l'Allemand qui avait mis, tout à fait, qui avait demandé de démanger son pénis, enfin, effectivement. Mais là c'était dans la oui, c'est vrai que la seconde scolastique nous amène loin. Mais en fait, dans l'affaire sadomasochiste, ce qui est intéressant dans la proposition de loi qui a été pas votée finalement au Royaume-Uni, c'était de dire qu'on accepte donc les pratiques sadomasochistes jusqu'à la blessure qui ne soit pas irréversible. Voilà. Bon, ça me semblait un compromis intéressant, on va dire, voilà, tout ce qui n'est pas irréversible, on peut considérer que ce sont des blessures, mais évidemment, on ne va pas accepter parce que le consentement de la victime n'efface pas une agression physique qui empêcherait par une mutilation. Enfin, Mais je pense que c'est pour ça qu'on a un débat, moi typiquement sur l'euthanasie, j'ai énormément de mal à me positionner, parce que c'est irréversible. On a exactement le même débat, c'est que... oui, mais là c'est par rapport à soi-même. Oui, mais le sadomasochisme aussi. Oui, mais là... C'est la main de l'autre. Ouais, c'est la Oui. main de l'autre. C'est ça. Oui. Le masochisme, ça peut être aussi self-inflicted. ouais. Oui, mais tu vas pas porter plainte. Et puis l'euthanasie, ça peut être infligé par quelqu'un d'autre aussi. Oui. Le problème, c'est le suicide assisté. Ok, euthanasie, il faut voir Ouais. à quel moment le consentement est donné, par qui, à qui. Tout à fait, tout à Parce fait. que Moi, je me suis très beaucoup plus important. positionné, Oui. effectivement, dans un débat sur ce que je connaissais bien, c'était la loi suisse, qui a plusieurs années d'existence, qui est d'une part, c'est pas l'État qui intervient, c'est des associations, bon, d'une part, et d'autre part, c'est pas l'euthanasie, c'est-à-dire c'est soi-même qui se donne la mort, c'est le suicide assisté. Donc effectivement, je pense que c'est de la situation la moins problématique, parce que c'est vrai que on pourrait dire que pour l'euthanasie, on va donner un pouvoir d'irréversibilité à l'autre qui va me tuer, en On l'occurrence un avait fait médecin. une discussion aussi sur le consentement éclairé, c'est-à-dire comment est-ce qu'une personne qui est malade, jusqu'où on peut dire que c'est un consentement éclairé. Tout à fait, quand tout on a à fait, lu, tout à fait. c'est Altérer ton consentement. exactement Complètement. altérer le jugement. Et en Suisse, on nous reproche, parce que je suis nationale, en Suisse, on nous reproche d'avoir initié un tourisme. Ouais. Un tourisme de l'euthanasie. Oui, Alors, en oui, réalité, c'est du suicide assisté. Le suicide Et moi, assisté. j'avais une question, c'est que vous n'avez jamais évoqué, à aucun moment, vous avez parlé d'avortement. Oui. Et l'avortement, c'est quand même la GPA, je mettrais ça dans cette catégorie, mais disons que l'avortement, pour le coup, c'est définitif. On dispose de la vie de quelqu'un d'autre. Certes, qui est dans le ventre d'une femme qui doit disposer de son propre corps, on est d'accord, mais c'est quand même la vie d'un individu. Pour le coup, moi je fais partie des gens qui pensent qu'à l'instant où l'homme est conçu, il est un individu, et on sait aujourd'hui qu'un enfant, un fœtus souffre, on sait qu'il y a des échanges avec l'extérieur, donc c'est quand même autorisé au nom de la liberté des gens à disposer de leur propre corps, etc., quelqu'un à tuer quelqu'un d'autre. Et là, quelle est la position d'un libéral libertarien sur ce sujet-là? Qu'est-ce que vous direz sur Ah, oui. la Oui, non, mais moi, en tout cas, je trouve que c'est assez extraordinaire ce qui se passe en France, parce que les personnes qui sont contre la GPA sont toutes pour l'IVG. Oui, ah non, mais ça d'accord, il y a une incohérence Alors, totale. une incohérence, parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a, du point de vue de ce qu'on pourrait appeler philosophie morale, il me semble que l'avortement constitue un problème moral bien plus grave Parce qu'il y a les catholiques qu'est la GPA. qui sont contre les deux. Oui, Tout à fait. Il y a un grand nombre de catholiques Tout à qui fait, sont tout contre à fait, l'IVG tout à et fait. contre la GPA. Tout à fait. Et donc ces Bon. gens-là ont une cohérence de pensée. Tout Et à donc, fait. c'est-à-dire que dans le catholicisme, il y a ce que vous avez dit, c'est-à-dire le fait que Dieu donne la liberté aux hommes de faire le bien et le mal, mais il y a quand même une injonction divine à la vie. C'est-à-dire que la vie est supérieure à tout le reste. Complètement. Qui interdit le suicide, qui interdit évidemment l'euthanasie et qui interdit l'avortement. Mais l'avortement serait beaucoup plus problématique parce que c'est la vie d'autrui, alors que l'euthanasie c'est la vie de soi-même. Enfin, bon, effectivement. Oui, mais parce que vous parlez des fondations, des fondements catholiques versus les fondements protestants du libéralisme, et si véritablement il y a un fondement catholique, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Que font les libéraux inspirés du catholicisme de cette injonction à la vie en général? Oui, mais moi je trouve que la situation est d'autant plus problématique en France. Moi je suis beaucoup plus, enfin si vous voulez, quand on pose la question à un catholique pratiquant un peu hétérodoxe comme Pasolini, il dit je suis pour la légalisation de l'avortement et contre l'avortement. C'est-à-dire un peu ce qu'a fait Simone Veil, c'est-à-dire face à un drame, on essaie de trouver, le droit essaye de trouver donc une solution précaire, complètement, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on ne va pas laisser les gens mourir, même ce qu'avait dit le pape François, quand il avait fait l'accueil des femmes qui avaient avorté, et ça fait tout un scandale au sein de l'Église.
Mais lui, avec la pastorale dans de la compassion, à dire, mais lui-même, je sais que dans les bidonvilles de Buenos Aires, parce qu'il y avait une hypocrisie tellement énorme en Argentine, toutes les femmes bourgeoises pouvaient se faire avorter en payant 1000, 2000 euros. Il n'y avait jamais eu un seul médecin qui était poursuivi. Et le pape François, Bergoglio à l'époque, savait très bien comme ça, mais il fallait qu'il condamne les pauvres filles des bidonvilles qui se faisaient violer, qui ne pouvaient pas avorter. Enfin, vous voyez, donc il y avait une telle hypocrisie. Et lui-même avait fait toute une pastorale de l'accueil des femmes qui avortent. Donc je trouve que tout ce qui est ces palliatifs, et même quand Simone Veil parle de la dépénalisation, c'est-à-dire que l'avortement est une infraction, mais on n'applique pas la peine. Mais aujourd'hui, avec la constitutionnalisation de la liberté d'avorter, on a franchi un pas énorme. C'est-à-dire aujourd'hui, l'avortement, c'est pas non seulement dépénalisé, ce qui avait été la volonté de Simone Veil, mais on le considère pratiquement comme un des libertés les plus protégées. Une liberté protégée constitutionnellement. Donc effectivement, moi, je pense qu'en tant que libéral, ça me pose problème. Elle est l'articulation entre un État, les lois, des institutions, et finalement, et ça c'est mon biais professionnel, je suis enseignante, l'articulation avec l'éducation qu'on donne aux enfants. Moi j'ai des injonctions étatiques qui m'obligeraient normalement à faire ce qu'on appelle l'éducation sexuelle, affective et compagnie à de tout petits enfants, et à leur expliquer d'ores et déjà que non seulement l'avortement n'est pas un crime, mais qu'en plus, c'est une contraception comme une autre, c'est un droit des femmes, etc. Et comme je suis, alors moi je ne suis pas croyante, mais je suis de culture catholique, j'ai beaucoup de mal à dire à des petits-enfants que l'avortement n'est pas un crime. C'est difficile pour moi de dire cette phrase. Donc à un moment, je veux dire, il y a un moment où l'individu est pris entre, et c'est bien le drame en fait, entre un État qui est tout puissant et qui peut dicter même aux enseignants ce qu'ils doivent raconter à des enfants de 4 ans, et la conscience de chacun, qui est la conscience d'un plus ou moins libéral ou plus ou moins socialiste, enfin peu importe, je veux dire, on a chacun nos opinions. Et ma question par rapport à l'avortement, c'est que si on considère à titre individuel que le libéralisme a des fondements chrétiens catholiques et non pas protestants, il y a un moment où la liberté et la dignité individuelle s'effacent quand même devant le droit à la vie en général, et en particulier dans cette situation d'avortement. Donc là, je ne parle pas de ce que l'État nous impose, la Constitution, etc. C'est, je veux dire, un débat intérieur. Est-ce qu'un moi, j'essaye d'être le plus, comment dire, de favoriser la liberté de mes enfants, de mes élèves, etc. Il y a un moment où je ne peux pas leur dire tout ça m'est indifférent. Je suis pour ta dignité, ta liberté, quand tu seras grand, t'as qu'à faire avorter ta femme si t'as pas envie d'élever des gosses. Je ne peux pas dire ça. Donc je ne peux pas favoriser une liberté totale quand même. Même si pour moi, effectivement, elle est digne et la liberté devrait être au-dessus de tout. J'ai l'impression que la vie d'un petit bébé est au-dessus de la liberté de l'individu. Et puis ça viole quelque part le principe de non-agression. Ben oui. Oui, en plus. c'est comme l'histoire du bateau Tout à dans fait, Thomas tout à fait, d'Aquin, tout à fait. de toute façon. Oui, il faudrait réagir sur 2 points. Le premier point, ce que tu as dit tout à l'heure, Olivier, sur la possibilité de contrat espagnol, Rosbar a donné une réponse là-dessus. Oui. Il dit que le droit de propriété sur soi est incessible. Oui, alors c'est ça, mais alors c'est précisément, s'il est incessible, on ne peut plus dire que le self-ownership est un droit inviolable, etc. Il est, même pour le plus libertarien des libertariens, Rothbard, on considère quand même qu'il y a une limite, et la limite c'est j'ai pas le droit, parce qu'effectivement, pour aller dans un... Il ne considère pas que tu n'as pas le droit, il considère que tu ne peux pas. Oui, c'est ça. Tu ne peux pas transmettre c'est réputé non contracté, disons. sur toi. Voilà. C'est techniquement impossible pour lui. Oui, mais, enfin, mais parce que sinon, c'est vrai, je vais dans un pays pauvre, je dis à 10 personnes, je vous donne à manger plutôt que de mourir, et vous m'appartenez jusqu'à la fin de votre vie, les gens vont évidemment être tentés, pour survivre, disons, de m'appartenir pour toujours, et donc sauf que pour Rosbar, ça ne veut rien dire. Non, M'appartenir pour toujours. non, mais j'entends bien, bien sûr, mais c'est... Non, mais c'est là, très théorique, c'est très théorique. mais là, l'exemple est vraiment tous les contraires de la liberté. Enfin, je veux dire, c'est la contrainte la plus horrible. Oui, je veux dire, bien sûr. imposer à quelqu'un par contrainte, par domination, de faire ce qu'il ne veut pas faire. Enfin, vraiment, cette le personne fondement ne peut pas du se fédéralisme, c'est vraiment le... Elle ne s'appartient pas au point où Oui. moi je peux vendre mon gobelet, disant, enfin, s'il m'appartenait, je peux le vendre. Donc là, c'est une vraie propriété. La propriété de moi-même est limitée par le fait que je ne peux pas vendre la propriété de moi-même à vous. Voilà, définitivement. Donc ça veut dire qu'il y a quand même... Oui, il y a quand même non, mais c'est pour ça que oui. j'ai fait la distinction entre Oui. ce que pour déjà la question de propriété me pose problème, ils sont la potestas pour reprendre la tradition plus de l'escolastique, c'est que c'est une sorte de propriété réflexive, Oui. c'est la propriété sur moi-même. Oui. Je ne parle pas de la propriété
que je donnerai à autrui, mais qu'est-ce que j'ai fait moi et ma propre potestas. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est une question profondément métaphysique même. Enfin, et c'est une racine tellement oubliée du libéralisme. Et pour revenir à ce que vous dites, si vraiment on avait intégré cette notion profonde de la potestas par rapport à soi-même et la différence de ce qu'on fait à autrui, moi je trouve que ça poserait beaucoup plus de problèmes l'IVG que la gestation pour autrui. Mais on est tellement endoctriné dans ce pays où l'IVG ça fait partie, je ne sais pas comment, cette espèce de consensus pro-IVG comme ça est aussi installé que les consensus anti-GPA. Mais le féminisme est plus ancré en France que dans d'autres pays. Il a une plus longue... Enfin, je sais pas grand-chose. Oui, mais le féminisme qui a fait la loi de l'IVG, c'était un féminisme qui commence par dire que l'IVG, c'est un drame. C'est un drame, oui. Mais maintenant, non. Ce qu'on dit, c'est l'IVG, c'est une liberté fondamentale protégée par la Constitution. Et on va même dire maintenant, en tant que femme, si vous n'avez pas eu l'expérience de l'IVG, vous n'êtes pas une femme. Enfin, presque l'identité féminine se fonde sur l'IVG. Et les féministes en veulent à Simone Veil d'avoir dit c'est un drame. Elle a dit ça. Certaines. Enfin, certaines, oui, pas toutes, non, certaines. Oui, mais pour revenir à la question fondamentale, c'est que quand on dit en fait, je laisse de côté évidemment l'IVG parce que ça c'est problématique, mais sur la GPA ou sur les suicides assistés ou sur la prostitution ou sur même la pornographie, il y a des choses qui sont sensibles, tout se passe comme s'il y a des choses auxquelles on ne peut pas consentir. C'est ça le problème. On nous dit, mais tu ne peux pas consentir. Vous pouvez prouver par tous les moyens. J'étais en Californie. Je suis venu ici dans une affaire où il y avait un problème d'inscription dans la fondée des GPA là-bas en Californie. Le contrat qui était signé par l'agence et la mère porteuse, je n'ai jamais vu une chose aussi blindée. Il y avait les agences d'avocats, et il y avait l'agence, il y avait les avocats, il y avait les systèmes de santé qui étaient impliqués, les assurances médicales, toutes les possibilités établies dans les contrats, y compris le fait que la mère porteuse pouvait avorter, tout était prévu. La femme était une femme de la classe moyenne, qui était bien payée, qui avait déjà eu des enfants. Tous les clauses étaient vraiment... Alors, il n'y avait pas les moindres soupçons que ces femmes n'étaient pas consentantes. Eh bien, on arrive à dire aussi dans un cas d'exéquatur avec les États-Unis, donc les juges de l'exéquatur. Donc il y a eu même une homologation judiciaire. C'est-à-dire, un juge, après tout ça, a considéré que la filiation était bien établie par rapport aux parents d'intention. Eh bien, le juge français d'exéquatur va dire non, la femme n'est pas consentante. Parce qu'une femme ne peut pas consentir à faire une GPA. Mais enfin, pourquoi il y avait la France dedans? Parce que c'était des enfants faits en Californie, des Français, qui des demandaient Français après l'inscription. recouru. Qui avaient parti, c'est interdit Oui, ici. c'est interdit. Vous voyez? Et donc, en fait, au fond, ce n'est même pas quand on dit le consentement, la vulnérabilité, ce n'est pas vrai. Ce que dit les droits français, c'est qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas consentir. Oui, mais je crois que c'est plus lié, pour le coup, au socialisme français qu'au conservatisme français. Parce que les Américains, pour le coup, sont un peuple assez conservateur. Alors, il y a sans doute des États où c'est plus ou moins autorisé, mais le pays autorise la GPA. On peut faire une GPA aux États-Unis, et comme vous dites, c'est extrêmement encadré. En général, ça se passe très bien. Là. Et pourtant, les États-Unis sont un pays conservateur, chrétien. Et là, moi, j'ai l'impression qu'en France, ce veto sur la GPA, c'est plutôt un veto posé par des gens, justement des féministes, qui disent on ne peut pas instrumentaliser le corps de la femme en général, la prostitution, c'est plutôt un féminisme de gauche qu'un conservatisme catholique. Et même le RN d'ailleurs le fait au nom de la marchandisation des corps. Parce que par ailleurs, j'ai l'impression que les catholiques en France ne vont pas éduquer leurs enfants pour qu'ils fassent de la GPA. Mais le jour où ça se produit, et je connais le cas, je travaille dans des écoles catholiques, et il y a une mère d'élève qui m'a raconté ça une fois, la petite fille n'avait pas été informée, et à l'âge presque adulte, à 17 ou 18 ans, elle s'était rendue compte qu'elle n'était pas de sa maman. Et tout le monde le savait parce qu'elle ne ressemblait pas du tout aux autres frères et sœurs. Et en fait, chez les cathos, donc les cathos 17e arrondissement, Blanche de Castille, paroisse de Saint-Ferdinand, tous les gens de cette famille et les amis autour, etc., tout le monde s'était mis d'accord pour dire oui, d'accord, mais elle est là, cette gamine, on est catho, on la prend comme elle est, et on ne va pas lui dire tant que la maman ne veut pas lui dire. On maintient le secret parce que c'est comme ça dans cette famille, on respecte. C'est la liberté de cette famille, de cette maman, de cette petite fille. Et moi, ce que je vois, c'est que les catholiques, évidemment, sur le principe moral, c'est on ne le fait pas, mais quand les enfants sont là, on les accueille comme ils sont et on ne juge pas. J'ai pas entendu que ces gens-là jugeaient ce qui s'était passé.
J'ai l'impression vous que le savez, mouvement, il est plutôt à gauche, c'est pas tellement les conservateurs. Non, oui, non, mais c'est vrai, mais à gauche et à droite, parce que vous savez, j'ai organisé un colloque sur la GPA à Paris 2, parce que je suis associé dans un laboratoire de Paris 2 à Assas. Oui. Et donc, on avait choisi comme présentation du colloque l'affiche donc, de l'Annonciation de Fra Angelico. Ouais. Et donc, ça a déclenché, je ne sais pas si vous étiez au courant, enfin, ça a déclenché toute une polémique, parce que il y a un abbé de Versailles qui a considéré que c'était blasphématoire. C'était Et, lequel c'était les colloques qu'on a organisés au Non, mois mais de juin. lequel d'abbé Ah, mais je ne me souviens plus. Non, Ouais. c'est un type complètement, je ne sais pas C'est connu du tout. c'est- Enfin, c'est un abbé c'est un abbé qui fait un tweet en disant mais comment est-ce possible qu'à Paris 2, à Assas, il y a des gens blasphématoires qui font des colloques pour la GPA, Ouais, je sais pas. Et donc il y a une pigiste du Figaro qui avait fait tout un article sur ça. Mais la chose la plus grave, c'est que le président de Paris 2, Bracconi, a décidé de censurer l'affiche. Wow. Et c'était en association avec Lyon. Et c'est un collègue qui l'avait organisé avec moi également qui était à Lyon, et l'université de Lyon, immédiatement, mais à la minute, on nous a enlevé l'affiche. Bon, évidemment, j'ai fait un droit de réponse au Figaro. Enfin, il y a toute une... D'ailleurs, on va les raconter dans l'ouvrage qui va être publié chez Dallos. D'abord, il faut voir l'ignorance déjà du catholicisme, parce que soupçonner que Marie était mère porteuse et considérée blasphématoire, quand même toute la tradition de considérer Marie comme un vase, Marie comme dépositaire, en fait, évidemment, mais enfin, là s'arrête une esclave. Marie n'était pas du tout une esclave, elle était volontaire, elle était une mère porteuse volontaire, et même pour l'humanité. Enfin, il y a toute une tradition quand même, y compris on a fait venir quelqu'un qui nous parle justement de ce que vous dites aux États-Unis, parce que figurez-vous que beaucoup de femmes qui sont mères porteuses sont des femmes des militaires, des familles conservatrices qui demandent l'avis au pasteur. Et le pasteur donne des avis très favorables pour des GPA, pour les mères porteuses en Amérique. Et donc souvent aussi par rapport à la figure de Marie. Alors que nous, on nous enlève une affiche, soit dit son passant. Pour la même région. Il n'y en a pas beaucoup de catholiques pratiquants en France pour faire ça à la fac des droits. Moi, je suis catholique pratiquant et Benjamin Moron-Poche aussi. Donc les deux organisateurs du colloque, il se trouve que c'est des deux catholiques pratiquants. Et donc, et les gens qui nous interdisent, qui nous censurent, c'est soi-disant des catholiques. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que- Mais enfin, comme vous dites, des catholiques qui sont ignorants de la tradition et de la culture catholique. À Versailles, il y a Chez les chrétiens, qu'ils soient catholiques ou protestants, il y a plus de nuances chez les chrétiens conservateurs, enfin, chez les conservateurs, qu'ils soient chrétiens ou pas d'ailleurs, qu'à gauche. J'ai l'impression que là où il y a vraiment un rejet sans discussion, sans débat, sans argumentation de la GPA, de tas de choses, sauf de l'avortement, c'est à gauche, où là vraiment on ne peut pas en discuter. Et vous êtes la preuve que même avec des catholiques, on peut en discuter. Il y a des gens qui se sont inscrits au débat. Il y a des gens qui voulaient venir et il y a sans doute des gens qui n'étaient pas contre l'utilisation de cette affiche. Avouez quand même que c'est un peu provocateur, l'affiche. Vous avez quand même pris une affiche et vous saviez que ça allait provoquer un débat. Pas du tout. Ah non, pas du tout. Alors, Alors là, je remercie. Non, mais je vous dis, c'est quand même extraordinaire. Et finalement, ce qui est bien quand même de la loi du marché, c'est que Dallos a immédiatement compris l'intérêt que c'est eux qui nous ont demandé de publier. D'accord. Ça, c'est quand même... Maintenant, pour publier, il faut même venir avec l'argent du labo. Alors, pour une fois, j'étais étonné à me dire tellement on nous a fait la pub, mais je vous dis vraiment du profond de mon être, ce que j'avais dit à l'entretien que je donnais à la Croix, parce que moi-même, je suis catholique pratiquant, et moi-même, je viens d'une tradition vraiment marianiste. J'ai été éduqué par les jésuites, et bon, ça, c'est des choses personnelles. Enfin, la dernière des choses dans mon esprit, c'était d'offenser la Vierge. Enfin, c'était... bon, ça m'appartient, hein, c'est des choses personnelles. Mais enfin, franchement, j'avais vu tout ça, et c'est déclenché toute cette polémique, et considéré que nous, on était blasphématoire. Quand en fait, on considérait que par la beauté du geste de Fra Angelico dans l'Annonciation, on considérait vraiment là... quelque chose qui est déjà aussi dans une tradition catholique. Mais comme vous dites, l'ignorance de tout ça produit cela. Enfin, c'est-à-dire... C'est pas ce qu'on enseigne. Je pense que la société scolastique n'est pas très enseignée dans... Bah, écoutez, déjà la philosophie... non, mais déjà la philosophie du Moyen-Âge n'est pas du tout enseignée en France. Alors évidemment, quand vous avez des trous aussi énormes au nom de la laïcité et des trous aussi énormes, et comme vous dites, finalement, on ne sait pas d'où les choses viennent. Et finalement, la gauche s'approprie d'un concept très chrétien comme la dignité humaine et l'utilise d'une manière complètement contraire à ce qui est vraiment la notion de dignité dans toute la tradition chrétienne et en particulier dans toute la tradition scolastique. Donc ça produit ça, c'est-à-dire cette ignorance d'utiliser ça et utiliser d'une manière coercitive. Parce qu'on vous impose
finalement une vision de la vie, une vision de la destinée vitale, une vision du corps, une vision de la personne, qui est une vision qui est donnée par un État soi-disant laïque, qui s'inscrit dans une tradition, une fausse tradition, pour moi, pas chrétienne, mais qui est une vision, en fait, une tradition chrétienne, qui est mal ancrée dans ce que je considère la notion de la dignité humaine. Et par rapport au débat justement sur la loi de famille, vous avez été auditionné par rapport à, pour essayer de promouvoir cette approche suisse. Enfin, comment ça a été, comment vous avez, est-ce que vous avez eu est-ce que tu as eu en fait des entretiens où tu pouvais promouvoir la position suisse et personne n'écoutait ça a reçu les tomates. Parce que la position suisse, effectivement, elle est même pas expliquée d'ailleurs tellement bien dans les journaux la plupart du temps sur ce débat-là. Elle est occultée. C'est-à-dire qu'on on va parler d'autres, mais pas de celle-là. Et comment tu l'analyses? Est-ce que tu as été entendu par les législateurs sur ceux qui... Oui, j'étais entendu, mais j'étais écouté, enfin je ne sais pas si j'étais entendu, mais en fait je pense que là aussi c'est très idéologique parce que, comment dire, il y a déjà un gap entre ce qu'avait dit, ce qu'a dit les États généraux de la bioéthique, où les gens se sont positionnés, mais très majoritairement pour l'euthanasie et le suicide assisté. Et puis après, ce qui se reflète dans les partis politiques. En fait, il y a déjà une distance énorme. Enfin, les gens, et même les sondages d'opinion, même les sondages d'opinion faits par la Croix, où il y a 75% des gens ou 80% des gens sont favorables. Bon, évidemment, après, on ne voit pas trop la différence quand on pose la question entre suicide assisté et euthanasie, alors que pour moi c'est fondamental. Je me rappelle, Juvin, pour en avoir parlé avec lui, lui c'est ce qui le heurtait, c'était le fait que ce soit le médecin qui donne et que tu aies, qu'il attende que ça arrive, quoi. Exactement, et c'est pour ça qu'il s'est positionné contre. En fait, il s'est positionné contre une loi qui ne faisait pas la différence qui faisait pas justement la différence entre les deux. Non, mais moi, ce qui est complètement, mais moi, j'avais expliqué ce que pour moi était une position libérale concernant la fin de vie. C'était d'une part le fait qu'il y ait une véritable loi de soins palliatifs efficace, parce qu'effectivement, comme vous dites, une personne qui n'a pas les choix dans la souffrance, dans la vulnérabilité, on va lui dire, mais qu'est-ce que tu choisis, souffrir comme ça ou mourir? Évidemment que tout le monde va choisir la mort. Mais dans un système où il y a vraiment des soins palliatifs efficaces, donc là, on réduit énormément les taux de demande de suicide assisté ou d'euthanasie. C'est vrai. Il disait que quand la soin palliatif est bien fait. Tout à fait. En fait mais moi, je suis allé voir le pays où les soins palliatifs fonctionnent le mieux, l'Autriche. Ah, c'est l'Autriche. Les plus développés. Okay. Et même dans un pays comme l'Autriche, où il y a vraiment rien à voir avec la France, parce que la France, je crois qu'il y a 30% d'hôpitaux qui ont vraiment de bons services de soins palliatifs. C'est tellement coûteux, c'est tellement hors de prix que bon. Alors qu'en Autriche, ça existe et c'est vraiment très bien et tout le monde a accès à des soins palliatifs excellents. Privé, public, enfin tout le monde a accès à des soins palliatifs, c'est-à-dire que tout le monde vraiment a le choix entre une fin de vie accompagnée comme il faut et un suicide assisté ou une euthanasie. Mais même dans des pays comme ça, parce que là je me suis dit il faut quand même analyser ça, quand il y a des vrais choix avec des soins palliatifs, il y a quand même une demande, même si c'est minoritaire, il y a quand même une demande d'euthanasie. Parce qu'en France on dit, s'il y a des soins palliatifs, personne, ce qu'avait dit Lionetti, souvenez-vous dans l'interview au Figaro, il dit mais s'il y a des soins palliatifs, personne demande de mourir. Si, mais il y a des personnes qui demandent de mourir. Mais on revient à cette idée qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas consentir. C'est-à-dire que l'État nous dit en France, tu ne peux pas consentir à ta propre mort. Mais si, je peux consentir à ma mort. Mais moi, je vais dire en tant que juriste que pour consentir à ma mort, je dois être libre. Et pour être libre, il faut que j'ai aussi la possibilité de soins palliatifs efficaces. Et c'est pour ça que j'étais d'accord pour qu'il y ait les deux lois des soins palliatifs et de la mourir. Mais une fois qu'on a les deux lois, et en particulier qu'on fait la distinction, que c'est un choix politique, mais moi je suis plutôt favorable au suicide assisté, parce que si je suis contre le pouvoir de l'État, évidemment que je suis contre aussi le pouvoir médical, qui va décider de ma mort. Ben non, je ne vais pas, sachant comment ça fonctionne le pouvoir médical en France, qui est le paternalisme multiplié par 10. Hein? Donc en fait, évidemment que ça je suis tout à fait d'accord. Mais souvent, derrière le soin palliatif ou la critique de l'euthanasie, il y a cette idée que, au fond, les gens ne peuvent pas consentir à ça. Au fond, derrière tout ça, j'étais dans un débat, je me souviens, avec Bellamy,
où il y avait Ah bah oui, quelqu'un, Bellamy, oui. voilà, Bellamy, il y avait quelqu'un, une femme qui avait demandé le suicide assisté en Suisse et qui est venue parler dans ces colloques qu'on avait fait à l'école normale. Cette femme qui avait donc une démarche réfléchie, qui avait expliqué tout ce qu'elle avait fait, sa maladie, comment elle avait organisé sa fin de vie, etc. Elle parle d'une manière vraiment très construite de tout ce qu'elle avait fait, elle nous explique tout, et avec un pseudonyme pour éviter que... Parce que vous savez que vous connaissez comment le procureur peut intervenir s'il y a un soupçon de partir en Suisse pour mourir. On vous empêche de partir. Mes vieux parents sont en Suisse, ils sont tous les deux inscrits à Exit, qui est Voilà. une des associations Qui s'occupe, oui. Voilà, vous savez comment ça se passe. Bon, eh bien, on débat de tout ça, cette femme explique tout ce qu'elle va faire, et Bellamy lui dit, en l'appelant par son prénom, ils sont Lucie, on comprend ta souffrance, sache qu'on t'aime. Enfin, mais vous voyez, ça montre le paternalisme vraiment des politiques à dire, mais en disant, mais finalement, on t'aime tellement que tu vas renoncer à ton suicide assisté parce qu'au fond, ta demande est une demande d'affection, une demande que Bellamy vienne à ton aide. Enfin, mais franchement, ça c'est vraiment insupportable. Vous voyez. Je pense que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment la pleine conscience de soi qui est importante. Et dans le cas de l'euthanasie, on peut avoir dans un cas la pleine conscience de la personne, par exemple, elle a 40 ans, elle a une bonne santé, qui dit qu'elle est pour l'euthanasie si telle condition, telle condition, telle condition. Une fois qu'elle est malade et qu'elle n'a plus forcément conscience d'elle-même pour des problèmes de santé, par exemple mentaux, elle peut dire je ne suis plus d'accord, mais vu qu'elle n'est plus consciente d'elle-même, qu'est-ce qui prévaut? Est-ce que c'est sa décision quand elle était consciente d'elle-même qui prévaut, ou est-ce que c'est sa décision quand elle n'était pas consciente d'elle-même? Bon, quelle est la priorité entre les deux? En France, rien, parce que ça n'existe Oui, pas. Enfin, mais on dans peut un pas, pays, oui. dans un idéal libéral. Oui. Bon, prenons, je sais pas, les Pays-Bas ou la Suisse, où effectivement la possibilité qu'il y ait donc la capacité de se rétracter jusqu'à la dernière minute, à tout moment, c'est-à-dire que le consentement est continu. Ce n'est pas que vous faites ça et que, vous voyez, un an avant vous l'avez dit et qu'au moment le médecin dit c'est déjà signé et fait. Non, parce qu'effectivement ça doit être constamment renouvelé jusqu'à la dernière minute. Et en fait on donne toujours évidemment la possibilité de la personne de se rétracter. C'est toujours une décision aussi qui est prise de manière collégiale par le médecin. C'est jamais un seul médecin qui prend la décision, mais c'est collégial s'il s'agit d'une situation où la personne ne peut pas elle-même se donner la mort. Parce que là, il y a une situation où la personne ne peut pas se donner la mort, s'il y a des situations en fait des maladies dégénératives où il n'y a même pas la possibilité de bouger pour déclencher, donc une seringue, des choses comme ça. Et donc effectivement, là tout ça, si vous voulez, je suis prêt à discuter tout ce que vous voulez d'un point. Mais le problème, c'est que quand je parlais avec les législateurs, avec les politiciens français, je vais dire, écoutez, si vous croyez vraiment qu'il y a un problème de vulnérabilité, si vous croyez vraiment qu'il y a un problème de consentement, si vous croyez vraiment que la personne ne peut pas consentir, écoutez, nous savons, nous, en droit, 2500 de consentement. Le droit romain commençait déjà pour nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'erreur, tous les vices du consentement, on sait très bien, on a les instruments juridiques pour savoir si on peut ou pas consentir. Hein. Le dol, l'intimidation, on sait. La loi bioéthique l'a complètement accru. Tous les systèmes de protection du consommateur, tout ce qu'on appelle les contrats d'adhésion. Il y a un tel développement en droit de ce que c'est que le consentement libre et éclairé. Vous voulez encore l'approfondir par rapport à l'euthanasie? Allons-y, mettons encore des clauses supplémentaires du consentement, des clauses supplémentaires jusqu'à la dernière minute et de vraiment aller jusqu'au plus profond de la volonté pour ça. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que l'État français nous dit il y a des choses auxquelles vous ne pouvez pas consentir. Et n'en parlons pas des féministes, quand on a fait les propositions de régulariser dans les travails sexuels et faire entrer les travails sexuels dans les droits communs, que ce soit le droit civil ou le droit du travail. Mais c'était, moi je me suis fait insulter, mais même quand on avait fait l'intervention, on nous envoyait en fait des images pornographiques pour empêcher que je parle. Et c'était des groupes de féministes radicales à me dire, aucune femme ne peut librement consentir à la prostitution. Mais comment une féministe une féministe, en fait, qui a travaillé pour l'émancipation des femmes, dit aux femmes ce qu'elles doivent faire.
C'est en général comme ça. Elles sont socialistes en même temps. Mais voilà, mais voyez-vous pourquoi je reviens à cette question métaphysique de Suarez et l'unité. L'unité profonde, même avant tous les querelles des universaux, Suarez et les scolastiques, vraiment se posent une question radicale et fondamentale de ce qui est l'unité de l'être et la seule réalité qui est l'individu. Mais l'individu dans un sens profond, l'individu dans un sens métaphysique, l'individu dans un sens vraiment les sens les plus magnifiques qui soient, c'est-à-dire que rien peut se placer au-dessus de l'individu. Ni d'un point de vue épistémologique, ni d'un point de vue philosophique, ni d'un point de vue moral, ni d'un point de vue métaphysique. Vous voyez, parce que ce qui est magnifique, ce que dit les scolastiques, et ce qui prouve en fait la profondeur de cette pensée individualiste, que je trouve vraiment très désagréable quand on, peut-être exprès en France pour dénigrer le libéralisme, le confondant avec l'égoïsme, les scolastiques a démontré que le Christ meurt pour chacun de nous. Il n'y a pas un salut collectif, le salut est individuel. Et Dieu s'est fait homme, homme individuel, c'est-à-dire l'universel le plus absolu, qui est Dieu, s'est fait individu humain. L'incarnation, c'est l'exemple même de l'unité contre toute forme de collectivisme. Vous voyez pourquoi je défends cette idée profonde du libéralisme. En France, défendre une idée, quelle qu'elle soit, le libéralisme, si vous voulez, en faisant appel à la religion catholique, c'est un peu le dernier conseil que je vous donnerais, parce que vraiment, quand on dit, moi je travaille dans une école catholique, le simple fait que je dise ça, je suis déjà discréditée pour un grand nombre de gens, juste parce que je travaille dans une école catholique. Et en fait, le catholicisme en France, depuis très longtemps, enfin je dirais officiellement depuis la Révolution, mais en fait la critique, elle date évidemment du siècle des Lumières, il est complètement dénigré. Donc défendre le libéralisme, moi je suis complètement d'accord avec tout ça, et c'est extraordinairement intéressant, mais en France ça ne fonctionne pas. Bah, je sais, mais heureusement, mais écoutez, je suis tellement ravi d'avoir rencontré des gens comme vous, et des gens à Génération Libre, et des gens d'un libéralisme comme ça, au moins de se dire qu'il y a dans des petits cercles comme ça, on puisse encore parler des choses dont on ne peut pas parler, et que c'est des choses qui ne sont pas ni rentables, ni que quand vous dites ça, libéral et catholique, c'est la pire des choses en France. Alors, vraiment, alors là, vous pouvez être tout ce que vous voulez, même pédophile, mais libéral et catholique, alors là, ça c'est insupportable. Après 68... Non, mais il y a eu des écoles qui vantaient. Oui, voilà. Non, mais ce que j'essaye de faire passer, parce que peut-être on peut ne pas parler, parce que même, vous voyez maintenant avec la nouvelle encyclique, enfin ce que dit Léon XIV sur la manière qu'il interprète la doctrine sociale de l'Église, quand vous allez voir Rerum Novarum de Léon XIII, la chose principale de Rerum Novarum, c'est la propriété privée. Ce n'est pas le droit social. Même il y a une lecture qui est faite de la doctrine sociale de l'Église qui pour moi n'est pas correcte. Vous voyez. Donc, mais ce n'est pas, je veux dire, toutes ces controverses doivent exister quelque part. Ce n'est pas parce qu'il y a, comment dire, une idée dominante, une idée qui s'impose comme ça, qu'on ne doit pas entretenir quand même un espace. Pour moi, la chose la plus importante, c'est ça, de dire, ne réduisons pas les libéralismes à simplement la question matérielle et patrimoniale. Et après, c'est à des gens comme moi, qui ont des petits-enfants, de préparer le terrain pour des gens comme vous, ou comme Nathalie, des gens qui enseignent ensuite à l'université, etc., en expliquant par exemple avec des choses très factuelles que par exemple l'esclavage n'a pas été aboli par le socialisme. L'esclavage a été aboli par les catholiques, bien avant la Révolution française, etc. Et ça, c'est juste sans discours politique, sans aller dire c'est libéral, c'est catholique, c'est peu importe. Dire juste, en fait, on vous raconte des bêtises dans les manuels scolaires, on vous dit des bêtises, on écrit des bêtises. Tout ça est faux. En fait, c'est pas le socialisme qui a inventé la liberté de la femme, qui a aboli l'esclavage, etc. Tout ça, ça existait avant. Et en général, il y a un fondement religieux catholique. Et ça, j'allais dire, c'est un travail d'éducation de ses propres enfants, que les professeurs à l'école racontent la vérité, sans discours politique. Moi, je dis à aucun moment, il faut que vos parents votent ci, que vous votiez ça. Mais c'est juste aller instiller le doute dans ce qui est officiellement admis, et qui ensuite, effectivement, fait que des députés qui eux-mêmes ont été instruits à l'école de la République
Et dans les écoles catho, on a le même discours. Aucune contestation des programmes officiels. De dire à ces gens qui ensuite deviendront députés, ministres, etc., que peut-être il y a il y a la vérité, et que la vérité, c'est pas ce qu'on leur raconte dans les manuels scolaires. Si vous regardez par exemple la puissance de cette école de Salamanque, la deuxième scolastique, par rapport aux peuples autochtones, aux indigènes d'Amérique, Oui. ces gens qui sont des jésuites et dominicains, qui sont éduqués dans les grandes écoles de théologie européenne, ces gens vont dire au XVIe siècle à la couronne espagnole, la potestas, que c'est indigène, qui aujourd'hui serait considéré, on ne peut pas imaginer ce que c'est. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer qu'est-ce que c'est confronté à cette humanité qui est l'étranger le plus absolu. Tout sépare cet étranger, qui est cet indigène autochtone de l'Amérique, de ces peuples, donc de moines et des prêtres jésuites et dominicains hyper éduqués, civilisés de l'Espagne. Et lui, il dit, la potestas que lui, il a sur lui-même et sur son corps et sur ses biens, est la même que celle qui a le roi d'Espagne. Oui, Imaginez. Il le refuse au noir quand même. La controverse de Valladolid. Il ne les refuse pas au noir. Non. Il dit simplement... Il y a une justification de l'esclavage. C'est-à-dire qu'il considère que les Américains du Sud, les Américains sont propriétaires de leur corps, mais le fait que les Noirs sont des singes est de toute façon accepté, caricaturalement, j'exagère. Non. Bon, enfin... C'est pas du tout comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Oui. C'est qu'en fait, il devait se prononcer par rapport donc à une encomienda, Oui. qui c'était la manière dans laquelle la couronne d'Espagne et même les investissements privés espagnols intervenaient dans les Indes, donc dans l'Amérique qui était considérée les Indes. En fait, là, il n'y avait pas de Noirs. Il n'y avait que des indigènes. Effectivement, ils devaient se prononcer spécifiquement sur ça. Oui. Après, ils ne sont pas traités de la même manière la question donc des gens qui étaient capturés en Afrique. Oui. Parce que ça correspondait beaucoup plus à un problème qui était lié à la couronne portugaise qu'à la couronne espagnole, Oui. par la question des Tordesillas, vous voyez. Donc en fait, mais de toute façon, la puissance de cette pensée de l'altérité est applicable aussi par rapport à toute forme d'esclavage. Enfin, c'est pas simplement par rapport aux peuples autochtones de l'Amérique, des indigènes de l'Amérique précolombienne. Enfin, c'est pour tout, vous voyez. Donc, C'est-à-dire que c'est aussi une question de ressemblance, c'est-à-dire on considérait que les gens les autochtones d'Amérique avaient une forme plus humaine que les Noirs d'Afrique. Et alors du coup, la question c'était, est-ce qu'ils font partie de l'espèce humaine ou pas? mais la question, la c'est controverse de Valladolid ne porte pas sur l'Afrique, en effet. Oui. Et donc la question n'étant pas posée, Oui. la réponse, on la connaît pas. mais ce n'était pas une question de vraisemblance ou de proximité génétique ou d'ADN ou quoi que ce soit, ou d'espèce, d'individu, c'était pas ça. C'était le fait de dire que la potesta, c'est-à-dire cette propriété de soi-même, ces subjectivités, ces droits moraux qu'on a sur soi-même nous vient de Dieu, Oui. et que ce n'est pas le roi d'Espagne qui va décider si ces gens sont ou pas libres. Ils Oui, sont le libres. taureau, on considère que le taureau ne s'appartient pas. Alors c'est la question, c'est de savoir à qui on l'époque, place. oui. Est-ce qu'on place, moi j'ai un ami qui connaissait quelqu'un qui habitait en Indonésie, machin, il arrive dans un zoo, il voit un orang-outan, et ça l'a scandalisé, il a dit mais c'est un homme, vous me mettez en prison, en cage, un homme parce que dans son pays, disons, l'orang-outan, c'est un homme des bois et que c'est inenvisageable qu'on mette un orang-outan en cage. Et donc la question se pose toujours de savoir, se poser, on va dire, de savoir où on plaçait l'humanité et l'animalité. Oui, tout à fait. Et Bon, donc, vous voyez que le contexte n'est pas le même parce que ce qui était dans la conquête, il y avait l'évangélisation. Et donc, en fait, ce qui pose comme problème théologique l'Église, et en particulier l'école de Salamanque, c'était de dire on va évangéliser, c'est-à-dire on va dire à des gens que le Christ meurt pour eux, dont le Christ va mourir pour eux. C'est-à-dire que eux sont comme nous. Et la mort du Christ est la même pour eux que pour nous. C'est-à-dire que la dignité et la potestas, c'est la même, que ce soit roi d'Espagne ou que ce soit les dernières des indigènes de l'encomienda la plus profonde de la Nouvelle-Espagne au Mexique. Oui. Vous voyez? Donc ce n'est pas une question de savoir s'il y a proximité ou pas, c'est des humains, et en tant que telle, cette dignité, elle ne vient pas ni de la couronne, ni de la politique, ni de l'État, ni de l'encomienda, de rien, ça vient directement de Dieu, et ça doit être respecté en tant que tel, vous voyez? Et c'est ça, cette puissance de ce qu'il montre comme potestas, ce qui s'applique après au self-ownership. Mais c'est pour cela que je revendique, et je sais que Rothbard et les libertariens ont beaucoup travaillé la seconde scolastique, mais beaucoup moins
Leibniz l'a fait en Allemagne, au XVIIe siècle, on commence à travailler ça, c'est-à-dire le libéralisme, pas patrimonial, mais le libéralisme personnel. Vous voyez. Alors, on va peut-être pas tarder à finir, mais je crois que tu avais encore une question. Donc, on va peut-être clore par ça. Ouais, la dernière. Sur tout ce qui est drogue, il y a... Du coup, la drogue, ça désinhibe et ça enlève la pleine conscience de soi. Qu'est-ce qu'il en est après, derrière, sur les choix des personnes, sur ce qu'ils font quand ils sont sous influence, on va dire. Et légalement, qu'est-ce que ça implique? Parce que, comme on disait tout à l'heure, la liberté des uns s'arrête à la liberté des autres. S'ils s'en prennent à d'autres personnes, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est, en termes préventifs, la pénalisation de la drogue est une chose libérale ou pas? Ah, d'accord. La dépénalisation, oui, en fait. Bon, parce qu'il y a deux questions. Le fait qu'on soit... Moi, je pense que la personne qui est sous psychotrope, effectivement, c'est une situation de risque du consentement. Enfin, une personne qui est droguée ne peut pas consentir. Enfin, évidemment, il y a des situations quand même de problèmes de consentement par les psychotropes, c'est ça. Mais le problème, c'était plutôt de savoir si la consommation de drogues douces devait être pénalisée. Donc, voilà. Fonction, c'est qu'est-ce qu'une drogue douce après. Bon, ben ça, après on peut en discuter. Oui, évidemment, après on peut en discuter, on peut tout voir, effectivement, éviter que ce ne soit pas, mais les principes, c'est ça ne nuit pas autrui. Il faut faire quand même la distinction entre le fait que ce qui relève de la vie privée, c'est-à-dire la consommation privée des drogues, et le fait qu'on trafique ou qu'il s'agisse d'un commerce, ça me semble une distinction fondamentale. Bon, pour finir, et pour te donner la parole et faire la transition, je pense qu'on avait, parce qu'on avait parlé de ces magnifiques prix Nobel qui est donné à Maria Corina Machado, que j'étais ému, vraiment ému. Ça vraiment, ça m'a réconcilié avec les prix Nobel. On avait mis en avant le fait qu'elle avait parlé des bitcoins parce qu'elle avait fait aussi un master en finance. Mais elle était éduquée aussi par les jésuites comme moi, et donc je suis très fier que aussi bien Maria Corina Machado et moi, on vient d'une école quand même jésuite et d'une tradition qui est très forte en Amérique latine. Oui. Et je pense que c'est une femme vraiment extraordinaire. Elle a eu quoi comme prix Nobel? La paix. Ah, ok. Et oui, c'est pas trop. Grand sur la Chine, les abeilles. Quand tu dis ça, l'esclavage, c'est Louis IX qui est devenu Saint-Louis. Qui a, mais en tant que Louis IX, avant d'être Saint-Louis, il a aboli l'esclavage sur le sol français. Ah non, c'est Louis le Hutin. C'est Louis X. C'est pas Louis IX, oui. C'est 1315. Moi aussi, je croyais que c'était Louis IX, mais c'est pas Louis IX. L'édit du 3 juillet 1315, précisément, et dans lequel il est dit « Le sol de France affranchit l'esclave qui le touche ». Et il dit aussi dans le même édit du 3 juillet 1315 que chaque homme doit naître franc. Voilà. Et franc, à ce moment-là, ça veut dire libre. Franc, libre, voilà. Ça veut dire français normalement. Louis X. C'est Louis X. Oui, 1315. Il était marié avec une esclave. Louis X. Oui. C'est Louis IX, à mon avis c'est Louis IX, mais bon. Non mais c'est parce que j'ai interrogé ChatGPT qui a commencé par me dire non, c'est impossible. Ce sont les révolutionnaires qui ont aboli. Je lui ai dit, mais j'ai posé la question, et Louis IX. Selon le droit de nature, chaque homme doit naître franc. C'est ça qui est marqué tout de suite. Le sol de France affranchit l'esclave qui le touche. Après, du coup, c'est une pratique. Oui, non, mais c'est peut-être Louis X. Oui, le Hutin. On l'appelle.